Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. Ce samedi 28 janvier 2023, on attaque la quotidienne qui est l'émission dans laquelle on revient sur la semaine et on prépare la semaine prochaine, que ce soit d'un point de vue crypto, d'un point de vue macro, et en même temps on aborde des sujets réels, comme par exemple l'évolution macroéconomique, et on essaie d'aborder des points ou répondre à des questions que vous me posez régulièrement, que ce soit en commentaire ou dans le Discord. Cette fois-ci on a eu un mouvement qui était assez faible vendredi, donc je vais pouvoir reprendre là où je m'étais arrêté et traiter justement deux sujets importants. Un, la crise obligataire dans la macroéconomie, et deux, cette fameuse death cross en weekly dont tout le monde me parle et dans lequel vous êtes nombreux à me poser des questions, que ce soit sur le Discord. Donc on va traiter tout ça aujourd'hui, et avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, c'est très simple, likez et partagez cette vidéo, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec un récapitulatif de la zone où nous sommes actuellement. Pour rappel, on a eu donc ici sur des clôtures weekly 4 semaines, on va compter la première, 4 semaines relativement bullish, dont 2 vraiment très fortes avec une période de rupture, et sur la dernière semaine, ce qui est en train de se passer ici, donc la semaine que l'on a eu, un affaissement depuis vendredi du cours, avec une consolidation très forte ici, mais néanmoins, on notera 2 choses, c'est que on est allé consolider au-dessus de l'imbalance qui se trouvait ici, de l'indice qui se trouvait ici, au-dessus de l'imbalance très forte dans lequel on avait une bougie suffisamment forte structurelle qui était mise en place, et ensuite on est allé ici récupérer toute cette partie-là de FTX. Donc on est passé au-dessus de FTX, c'est le moment important, ça veut dire que on est revenu avant le 8 novembre. Très important. Pour rappel, le 8 novembre était le moment où on a eu une explosion de la macroéconomie, le Nasdaq et le SP500, avec les chiffres d'inflation qui étaient positifs, et dans lequel la crypto s'est enfoncée tout seul, s'est coupé directement les pieds du tabouret dans lequel il était pour s'effondrer, et dans lequel on est reparti très fort pour retester les 23 000. Cette semaine est somme toute quand même assez particulière, on va zoomer tout à l'heure pour bien comprendre, mais globalement on est dans une zone de compression. Je pense qu'on abordera plutôt en quotidienne lundi exactement pour prévision la semaine prochaine, macroéconomie le 1er février, dans lequel on a quelque chose d'important, on a justement les chiffres de l'inflation, de la relevée des taux, les chiffres de la relevée des taux de la Fed, moment important dans lequel on a un pricing à 0,25, la question c'est est-ce qu'on va pas faire un 0,5 pour appuyer très fortement sur le marché et donner un coup de massue justement en disant oui, l'inflation va bien, mais on reste fort. Ça c'est la discussion qu'on aura dans la quotidienne émission de lundi à 8h30 pour les aficionados. Alors ensuite nous avons toujours cette accumulation de week-off qui se trouve en SCAR, ST, STB, donc quelque chose de très classique, dans lequel on a eu la prise de liquidité avec le STB, réaction haussière qui a clôturé au-dessus de ici ce bruit-là. Je dis bien bruit parce que oui, on n'oublie pas que ça reste du bruit pour l'instant. Le niveau de retracement est l'AR, d'accord? Donc on a structure, si on regarde une structure réellement hebdomadaire, ici, on n'est pas allé chercher l'AR, d'accord? Très important. Et si on regarde justement ce niveau structurel qui va être justement AR sur STB, on voit que on est en train de retracer ici au 618, d'accord? Au 0,5, on a fait le 618, et là actuellement on a le cours qui est au niveau du 0,5. Donc on pourrait être dans une zone de continuité baissière structurelle, avec ici une cassure, ce qui rentre aussi en cohérence avec la potentielle distribution que l'on peut avoir. Néanmoins, on reste dans l'optique d'un retravail structurel aussi de la zone des 20 000, qui est importante. On retient aussi ce que je vous ai dit dans les différentes quotidiennes, c'est que nous avons ici une zone qui est importante, qui serait un W weekly, pour aller recasser les 25. Les 25 seront une zone très importante, et je pense qu'elles seront retestées dans les semaines à venir. Là-dessus, il va falloir valider, est-ce que oui ou non on va faire le 0,25, donc mercredi, ou est-ce qu'on fait 0,5 0,5, c'est clair, on va retester les 18 000, d'accord? On va retester les 18 000. Si on fait le 0,25, on pourrait ici aller retester potentiellement les 20 000 pour faire un rebond,
et aller être assez agressif pour retester les 25 000 par la suite. Ça c'est le point qu'on avait donné justement, et on reste sur cette idée-là, ça ne change pas, et on va traiter quelque chose qui est important, dans lequel vous êtes nombreux à m'en parler, qui est cette fameuse death cross sur plusieurs choses. Alors là, j'ai mis en place les moyennes exponentielles, dans lesquelles on va regarder. On va juste retirer un petit peu toutes les parties du groupe, hop, tac, on va nettoyer, très simplement, pour justement se concentrer sur ces moyennes mobiles exponentielles. Alors on va regarder tout à l'heure les moyennes mobiles et la partie moyenne mobile exponentielle, et on va en même temps expliquer un petit peu. Donc on est en logarithmique, en weekly, toujours sur BTC. Je rappelle que le principe des moyennes mobiles, surtout quand elles sont exponentielles, mais on va parler déjà des moyennes mobiles tout court, quand on est en moyenne mobile, quand on regarde les 200 et la 50, qui sont les deux ici, orange 50, bleu foncé, la 200, c'est des moyennes qui, enfin en tout cas c'est des droites qui représentent la moyenne des bougies, donc pour la bleu foncé, des 200 dernières bougies, donc ça sous-entend qu'on va remonter à une zone donc des 200 bars, donc on va remonter encore, 200 bars, ça représente ici, donc mars 2019, donc c'est-à-dire la période d'accélération haussière, d'accord? On a toute la période d'accélération haussière, plus la période de cassure. L'important, c'est, quand on comprend le principe des moyennes mobiles exponentielles, c'est qu'on a une pondération supérieure pour ce qui arrive dernièrement, d'accord? Plus on se rapproche en termes de temporalité, plus on a une pondération forte au niveau des clôtures du prix, et donc qui influe directement la moyenne mobile. Et là-dessus, on a justement ce qu'on appelle une death cross. Death cross, c'est quoi? C'est une cassure, une inversion de tendance, enfin c'est une représentation d'inversion de tendance, où on a une cassure de la 50 qui passe en dessous de la 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance court terme, donc sur les 50 dernières périodes étant la représentation ici, vraiment de la chute effective, donc on est vraiment dans cette zone ici, hein, d'accord? Donc vraiment la cassure effective par rapport à la tendance actuelle. Ça peut être une représentation d'un retournement de tendance, d'où la notion de death cross. Death cross étant un retournement de tendance, en tout cas un début de retournement de tendance. Et derrière, on a l'inverse, la golden cross qui est l'inversion, donc c'est-à-dire qu'on a la 200 qui repasse en dessous de la 50, et dans lequel c'est quelque chose qui est plutôt, généralement, une continuité de tendance haussière, ou un inversement de tendance, pour partir sur une hausse très forte. Ça, c'est vraiment du classique, quand on analyse, et qu'on juste regarde les tendances génériques, et c'est intéressant de voir, quand on regarde, donc j'en ai laissé aussi une autre, qui est la tendance 100, donc la bleu cyan, dans lequel on a la tendance 100 et la tendance 200, et on voit que, à plusieurs reprises, on a eu ici des tests qui ont été effectués régulièrement entre la 50 et la 100, mais rarement entre la 50 et la 200. Les seules fois où on est allé chercher un rapprochement, ça a été en 2015, dans lequel on a eu ici, potentiellement, un retest très fort. Mais, on n'a jamais eu ici une cassure, en tout cas, une death cross. Alors, là-dessus, je suis allé voir ailleurs pour représenter des death cross considérés. Est-ce que oui ou non la death cross est un signe bearish qui va entraîner une chute du cours? Très important de le retenir. Ça, on va aller le voir tout de suite, on ira sur le Nasdaq d'ailleurs pour regarder ça, parce que sur le Nasdaq, notamment en 2008, on a eu une death cross et vous allez voir, c'est très intéressant. Mais avant ça, il faut bien comprendre la représentation. La représentation ici, c'est généralement le fait que on a la tendance actuelle, donc court terme, qui est beaucoup plus bearish que la tendance long terme. Et il faut aussi comprendre pourquoi, fondamentalement, on a ça, notamment sur le BTC. Déjà, plusieurs choses. Il faut comprendre que les mouvements du BTC, plus en plus, enfin, de façon historique, ont toujours tendance à se tasser, ça veut dire qu'on progresse de moins en moins fort, c'est-à-dire quand on regarde les tops réel, on a un top ici qui fait 1500%, je vous avais déjà fait des vidéos dessus, le top que l'on a eu ici, il est de 248%, et pareil, si on regarde le top avant, donc on est encore bien plus au-dessus, on est à 3700%. Donc on a en fait une décélération du cours. Donc forcément, à un moment donné, plus on va avoir une décélération du cours, plus on va avoir une amplitude de mouvement qui va être moindre, et plus, lorsque l'on a des chutes effectives, plus on aura une contraction des moyennes mobiles, ce qui est normal, surtout quand elles sont exponentielles, où on donne une valeur supplémentaire au court terme. Et si on compare ici la moyenne mobile, on va aller, tac, ici la moyenne mobile classique, qui n'est pas exponentielle,
bah qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on est quand même loin de la crosse, on est en train de se rapprocher, oui, dans une zone de retest structurel, comme on a pu l'avoir ici, justement, en 2015, et c'est là où c'est très intéressant, on voit bien la différence entre la moyenne mobile classique et exponentielle, où, quand on regarde la moyenne classique, il n'y a pas de pondération, tout est représenté, et tout a le même poids dans la moyenne statistique qui est effectuée. Et là, on voit qu'on est sur une forme de retest, et qui a été effectuée en novembre 2015, et que, ici, on est un peu dans cette même schématique, avec un rebond effectif, comme on peut le voir ici, où on a justement ce rebond structurel qui a eu lieu là, sauf que la seule différence, c'est que là, on avait une zone de ranging qui avait permis justement une temporisation du cours assez fort sur le court terme, ce qui n'est pas forcément le cas ici, parce qu'on a eu FTX qui appuyait justement très fort, et dans lequel on a quand même une pondération très forte. Et du coup, ça veut dire que quand on regarde la totalité du cours sans faire une pondération court terme, on voit qu'on est somme toute dans quelque chose qui est à peu près classique sur du 2015, et qui est symptomatique d'une mise en place, justement, d'un bottom, d'accord? Ce n'est pas un signe, justement, d'une cassure baissière. Et justement, pour regarder ça, on va aller rapidement sur le Nasdaq, où on s'est mis en weekly, pareil, représentation 100, 200, 50 et 200, excusez-moi, on va vérifier quand même que j'ai bien paramétré tout, donc on a bien la 50 et la 200, qui sont structurées ici, et on va remonter notamment à 2008, et 2008, on voit bien qu'on a ici une magnifique death cross qui a eu lieu, et la death cross, elle est tombée quand? Elle est tombée lorsque l'on a eu le plus bas effectif, d'accord? La death cross est apparue au moment où on est arrivé sur la période la plus basse, et ensuite on a eu ici une zone de ranging, une réaccélération avant d'avoir la golden cross qui a eu lieu une fois qu'on avait déjà quasiment réatteint les niveaux effectifs, d'accord? On était déjà sur un retest du retest baissier, d'accord? Donc ça veut dire que la death cross, il faut aussi la prendre en considération, que ce n'est pas un signe réel de retournement et de cassure baissière. Ce n'est pas parce qu'on a une death cross qu'on va s'enfoncer très fortement. Il y a plein d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. Oui, c'est que sur le court terme est plus bearish que le long terme, et c'est aussi signe quand on est dans quelque chose qui est cyclique, parce que les marchés sont cycliques, c'est le principe même, on se retrouve dans une zone qui est potentiellement une zone de bottom, qui est en train de se faire, et qui est en train de se valider ici, et quand on regarde un petit peu ce que l'on a, oui, c'est un petit peu ce qui est en train de se faire, oui, potentiellement on pourrait avoir une partie de death cross, on va bien zoomer pour bien comprendre que là, on a bien eu ici la cross qui a eu lieu, justement, qui a eu lieu quand? Qui a eu lieu en janvier, d'accord? Vraiment, la cassure, elle a été validée, allez, la semaine d'après, le 16 janvier, on n'a pas eu de cassure baissière. Oui, on est dans une stabilisation du cours ici, pour potentiellement un retest, je ne rentrerai pas dans le court terme, parce qu'il y a les quotidiennes pour ça, mais il suffit de regarder la quotidienne d'hier, donc celle de vendredi matin à 8h30, vous allez avoir toutes les informations sur le court terme, mais pour moi, ici, on est, oui, dans une zone, potentiellement, de bottom, qui est en train de se valider ici. La death cross est un signal, justement, aussi, que le court terme est peut-être plus bearish que le long terme, et quand ça arrive, on a des explications. Encore une fois, le court terme est plus bearish, parce qu'on a une macroéconomie qui est très compliquée, alors que historiquement, dans les autres cycles de bear market, ce n'était pas le cas. On avait une macroéconomie qui était sur de l'injection monétaire, donc quelque chose qui était assez fort. Là, ce n'est pas le cas. On a une crise réelle en termes de crypto dans lequel on a Terra Luna, on a Celsius 3 ici, et ici on a FTX. D'accord? Donc là, on a quand même un narratif crypto qui est quand même très très compliqué. Et pourtant, ici, on est à 23 000. On est à 23 000. Clairement, encore une fois, hein, ça je l'ai déjà dit, je le répète, si on m'avait posé la question, si jamais il se passe ça, s'il se passe Celsius, s'il se passe FTX, tu vois le cours du BTC à où? Bon, clairement, je vous aurais dit 10 000, en dessous de 10 000, 8 000 potentiellement. Bah, c'est pas du tout le cas, et on voit que structurellement, on est en train de tenir majoritairement les éléments clés, et que bah, la macroéconomie elle est compliquée, oui, ok, mais ça n'empêche que la macroéconomie est compliquée, le narratif crypto est compliqué, et pourtant on est encore à 23 000. On est encore à 23 000, on n'est pas à 10 000. Et FTX nous a pas amené à 10 000. Et il faut bien comprendre ça, et FTX c'est quand même un élément qui est très très fort, qui est vraiment très très fort. Là, on a encore l'apport de BTC, de Genesis, d'accord? Et pourtant, on est en train de pousser, et on est en train de retester les 23 000. Et donc là, il faut vraiment prendre en considération tout ça, et se dire que, bon, bah, somme toute, on est potentiellement, oui, dans un bottom, et le prendre en considération, peu importe le biais que l'on a,
prendre en considération que oui, il est potentiellement, il y a une possibilité d'aller retester les parties basses, mais ça n'empêche qu'on a aussi une possibilité d'être dans le bottom et de tout simplement retester et repartir, ou en tout cas structurer dans une zone comme ça, et de jamais aller retester les 10 000. Si on ne prend pas en considération ça, bah malheureusement, ça veut dire qu'on n'est pas hedgé sur la totalité des possibilités. Le but, justement, dans l'investissement et dans le trading, c'est de prendre en considération la totalité des possibilités et d'évaluer sa stratégie par rapport à ces possibilités-là pour justement limiter un maximum les risques, parce que c'est ça l'intérêt, c'est limiter les risques, c'est là où globalement vous avez une véritable valeur, et c'est là où votre stratégie a une véritable valeur. On va continuer notamment en regardant la même chose, mais cette fois-ci en daily, parce que le daily je trouve que c'est très intéressant, c'est la time frame en dessous qui permet d'avoir vraiment une transposition de ce qui est en train de se passer. Cette time frame permet de nous voir, en remontant dans le passé, que pareil, cette notion de cross effective a quasiment eu lieu à un moment donné où on était déjà dans un retest haussier, d'accord, avant de redonner la cassure. Qu'on avait effectué ici une cross réelle entre 50-200 à un moment où on était déjà dans le plus bas. Encore une fois, on présente, vraiment bien comprendre cette notion de death cross, et ensuite on a reparti, on a fait la golden cross plus tard, et après ensuite on a poussé, d'accord? Donc là, pareil, on est toujours dans cette schématique-là. Ici, pareil, si on regarde d'un point de vue purement, on va se remettre en logarithmique histoire de voir un petit peu mieux et avoir un petit peu de détails un petit peu plus forts, et on voit que pareil, ici, on a eu ici la mise en place de la death cross qui s'est effectuée là, avec une consolidation qui assure golden cross et départ. Donc on a eu déjà avant en fait une forme de consolidation qui nous a entraîné la golden cross, et ensuite on a eu la cassure après, parce que déjà de base on avait une phase de consolidation. Et en daily, qu'est-ce que l'on voit? On voit un petit peu la même chose. Ici cassure, consolidation, break, on a eu la death cross, ici cassure, et on a accompagné le cours, et là on voit on a un cours qui est en train de réaccélérer en hausse, exactement comme on voit ici, et si on regarde, on retrouve un petit peu les schématiques que l'on voit tant ici, que ici, d'accord? Donc on se retrouve vraiment dans le même biais que ce que l'on a pu connaître en 2018 ou 2015, et là il n'y a rien d'extraordinaire dessus, et même on voit que on a déjà une transformation, la 50 et la 100 sont en train de se cross, c'est en train de se valider, et globalement les deux sont en train vraiment de remonter, et sont en train de pousser, parce que on est sur du daily, donc on est sur du court terme, et ça nous permet d'avoir une valorisation réelle de ce qui est en train de se passer sur du court terme. Donc potentiellement, oui, un retest haussier. Donc là, les 25 000, encore une fois, moi j'attends vraiment ce niveau-là, dans lequel je sais pertinemment que si on break les 25 000, on va avoir une accélération puis un pullback, et là-dessus il va falloir déterminer est-ce qu'on a un piège ou non, dans lequel on aura une réinsertion comme on a déjà eu en janvier et en mars, mais bon, pour l'instant, on reste en stand-by, mais on sait qu'on a un niveau qui est vraiment les 25 000. Niveau 25 000 qui est aussi très important, parce que je vais reprendre juste quelque chose, qui est Ichimoku, dans lequel... Bon, bah oui, 25 000, on va avoir ici un retest globalement du Kumo, et pourquoi le retest des 20 000 est très important? Parce que on va retester ici, et là on va avoir un cross Tenkan Kijun, on va avoir un cross Tenkan Kijun, qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire que si jamais on continue à stabiliser ici et limite à pousser sur les 25 000, on aura un cross, donc globalement on ira chercher plus haut, on ira chercher 26 000, pour avoir un rejet, pour avant de faire ici une accélération haussière quand on fait vraiment de l'Ichimoku en weekly. Donc on a quand même du setup qui sont en train de se mettre en place où on se dit c'est plutôt intéressant. Et là, il faut se poser la question, et c'est un peu la transition, est-ce que la macro nous laissera faire? Oui, on a quand même, depuis un certain temps, on voit que la macroéconomie pèse beaucoup moins sur la crypto-monnaie, on a une résilience du BTC qui est structurelle et qui est très forte, mais est-ce que la macroéconomie va nous laisser faire sur plusieurs choses? Quand on regarde un petit peu le DXY, on voit qu'on est en train de tasser quand même sur une zone où depuis 2 semaines on a quasiment pas de mouvement, on voit que on a des bougies qui sont de plus en plus faibles, donc clôture weekly, donc ce qui veut dire que là on est vraiment en train de travailler un support très très fort, avant soit d'avoir un rebond 105 ou un retest 109, ou ici un break, c'est un petit rebond, pourquoi pas structurer 103, avant de refaire un break, et là par contre ce serait plutôt positif pour une remontée générale, soit ici un retest 105, voire 109, ce qui voudrait dire que on est en mercredi, une rupture forte, donc on soit à 0,5 en relevé de taux. Pourquoi pas? Donc on a une rupture du pricing qui a été effectué principalement par le marché à 0,25, et donc on aura une correction très forte. Notamment sur le Nasdaq, quand on retourne un petit peu sur ce qu'on est en train de voir ici, donc pareil, nous sommes en weekly,
nous sommes certes en logarithmique, mais ça change pas grand-chose, on voit qu'on est allé récupérer la liquidité ici du top. D'accord? Donc on a bien ici quelque chose de structurel qui est en train de se mettre en place. Là-dessus, le retail classique va voir la mise en place d'un W avec une rupture haussière effective qui pourrait se faire, avec en plus derrière une cassure de la ligne ici de EMA qui pourrait être justement suffisamment forte pour pouvoir repousser. Et là, on a vraiment une zone dans laquelle on risque de se faire rejeter très très fort, et c'est pour ça que je vous dis que mercredi c'est vraiment le moment crucial. Si on a une validation des 0,25, on va avoir une prise de profit, on va avoir une stabilisation, on n'aura pas forcément une poussée colossale. Par contre, si on a 0,5, alors là par contre c'est le bain de sang, et clairement je pense qu'on va retester les 11 000, et c'est là où je vous dis que malgré le fait qu'on a de la résilience, il faut bien comprendre que si jamais on break baissier aussi fort, il y a de grandes chances qu'on appuie aussi énormément sur le BTC, surtout que le BTC est majoritairement porté par du perp, encore et toujours, et ce qui fait que on reste quand même sur du dérivé, donc assez faible en termes de momentum, assez faible en termes de liquidité, ce qui est normal. Et je pense que le narratif qui risque d'arriver sur la macroéconomie sera majoritairement la possibilité de la récession et de la stabilisation de l'inflation, donc les deux narratifs qui vont être assez forts que l'année dernière, donc 2022, c'était vraiment le narratif de l'inflation. Donc là-dessus, on va avoir ça, les chiffres sont plutôt bons, quand on regarde les BPA sur 2022, sont plutôt structurellement bons, on a une économie américaine qui est plutôt bonne, il faut décorréler l'économie mondiale et l'économie européenne, mais quand on regarde vraiment l'économie américaine, elle est plutôt structurellement bonne. On a une crise obligataire qu'on va aller regarder tout à l'heure, et ça, on le sait que c'est le cas, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer, c'est en train de se goupiller, et on va avoir des informations, encore une fois, mercredi, là-dessus, on va avoir la position de Powell, et le discours qu'il aura, parce que, bien sûr, il y a les taux, et après, il y a le discours effectif qui sera fait. Si on a un discours qui est plutôt bullish, on va avoir une envolée. Si on a un discours qui est plutôt bearish, ça va appuyer très très fort et ça risque d'enfoncer bien plus aussi que les taux effectifs. Et à côté du BTC, on a terminé en fait le narratif, on va dire bear, avec tout ce qui s'est passé sur 3IC, Celsius, Terra Luna, FTX. On est en train de terminer ça. On a la crise de confiance qui toujours présente, et je pense qu'on aura un narratif lié à la réglementation. On a eu des news comme quoi ils sont en train de préparer le framework, mais encore une fois, la réglementation, oui, la réglementation, je suis vraiment serein par rapport à ça, parce que elle est obligatoire. On est obligé de passer par une phase de réglementation. Elle risque d'être peut-être un peu agressive, mais elle risque d'être agressive sur, principalement, les sociétés qui montent en crypto-monnaie, dans des projets dans lesquels on va demander des certitudes, mais ce ne sera pas, encore une fois, lié principalement à l'utilisation de la crypto-monnaie, mais plus dans les sociétés dans lesquelles on pousse la crypto-monnaie. Donc là-dessus, il va y avoir certainement un framework très fort. Je pense pas qu'on va toucher sur les stablecoins, je ne pense pas qu'on va déclarer tout en securities, et là-dessus, il faut vraiment prendre du recul, et encore une fois, peut-être du securities, mais si, et comme d'habitude, on aura des projets qui seront permissionless, qui seront décalés, on aura encore ces éléments-là qui seront très forts, et pour moi, l'impact sera peut-être une terme de nouvelle, mais sur le long terme, ne sera que positif, parce que plus c'est réglementé, plus c'est incrémenté dans la vision long terme. Voilà. Au niveau de ma vision BTC narratif vraiment économique dans lequel on peut avoir de la pression, et est-ce que un framework, à quel moment le framework peut être suffisamment fort pour enfoncer le BTC à 10 000, je pense qu'il faudrait vraiment une interdiction totale, et il y a très peu de chances qu'on arrive à ça, voire même une impossibilité qu'on arrive à ça, parce que ce qu'ils veulent réglementer, principalement, c'est pas tant le BTC, ce qu'ils veulent réglementer, c'est les entreprises qui, justement, utilisent les cryptos, et c'est ça qui est important. Et encore une fois, je rappelle, le BTC n'est pas une entreprise, Ethereum n'est pas une entreprise, et donc il faut vraiment relativiser par rapport à ça, et quand on voit justement ce qui a été dit à Davos, on voit que les cryptoactifs ont justement de l'avenir, et ça c'est présent et c'est acté. Ensuite le SP500, on voit que pareil, nous sommes toujours dans cette belle bougie de rupture qui est en train de se faire, qui s'est clôturée justement au-dessus. On n'est pas allé chercher justement les plus hauts, on n'est pas allé clôturer, contrairement au Nasdaq, les 4142. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Nasdaq était en sous-performance déjà depuis un certain temps par rapport au SP500, et là on voit que le Nasdaq a quand même rattrapé une grosse partie avec, on va pas se le cacher, notamment les résultats de fin d'année qui ont été plus que cohérents et plus que attendus, avec quand même des belles performances, et donc forcément on a le Nasdaq qui a repris des couleurs, et ça nous fait plaisir de voir ça. Et donc là on est dans une phase de retest, malheureusement on va attendre un pullback,
certainement, pour ensuite faire une rupture haussière. On n'a pas encore de validation de l'accumulation, bien que on a bien ce cric baissier dans lequel on a eu ici un retest, on n'a pas fait de validation de rupture haussière. Donc pour moi, on est toujours dans une zone d'incertitude, et encore une fois, mercredi va être une période importante et il faut le prendre en considération. Là-dessus, on voit bien que on a une forme de dichotomie dans la résilience au niveau du BTC qui est en orange ici, où on voit bien que ici ça pousse, mais là ça pousse pas à sa range. Quand on regarde ce qui s'est passé ici court terme, on va y arriver là justement cette semaine, on voit qu'on est dans une phase de ranging, de consolidation ici effective, dans lequel oui on est allé prendre des liquidités supérieures, mais on est vraiment dans une zone de consolidation, de ranging, qui ressemble quand même, avec une grosse divergence baissière, à une mise en place d'une distribution. À voir, encore une fois, on n'a pas encore de validation avec la rupture du saut, il faut une rupture de saut avant d'avoir un retest. Le retest n'est pas obligatoire, mais c'est le meilleur moyen de rentrer quand on a un retest, on prend le moins de risques, et ça dépend, encore une fois, de la stratégie que l'on a. Alors, sur la crise obligataire, je vois que le temps passe, encore une fois, je parle trop. La crise obligataire, on va aller assez rapidement dessus, où globalement, on sait qu'on a une crise obligataire aux US qui est en train d'arriver, où on arrive sur un seuil maximum d'endettement. Alors, il y a plusieurs moyens de régler ça. Il y a un moyen en élevant, justement, le seuil de la dette imposé, alors qui a peu de chances d'être effectif, mais en tout cas c'est en cours de discussion. Oui, non, ça importera assez peu somme toute, parce qu'on arrivera dans une forme d'investissement massif, à savoir que c'est pas parce qu'on rehausse le seuil de la dette que c'est un mauvais signe pour justement les obligations, c'est un signe justement de surinvestissement, et encore une fois, étant donné qu'on est dans une période particulière entre le Covid, entre la guerre, entre la Russie et l'Ukraine, les investissements massifs militaires qui sont en train d'être effectués, parce que ça il faut pas l'oublier, clairement à partir du moment où on commence à donner des chars, que ce soit Léopard 2 ou Abrams, il faut prendre en considération qu'il va y avoir des investissements colossaux qui sont en train d'être faits pour justement relancer l'industrie militaire qui est un business à part, qui est vraiment un business à part, et qui ramène énormément en termes d'exportation. Clairement, les États-Unis, à l'heure actuelle, vont devenir le plus gros exportateur, et sont en train de consolider, parce que c'est déjà été le cas quand même depuis un certain nombre d'années, mais on avait quand même, c'était bon officiel. Là, clairement, on va avoir une explosion des exportations des produits militaires américains, et notamment le fait qu'on donne des Léopard 2, à un moment donné, il y a de grandes chances que une partie du stock des Léopard 2 soit remplacée par des M1 Abrams, et donc encore une fois, voilà, de l'injection de liquidité, justement, dans l'économie américaine, et donc qui sera positif sur le long terme et qui permettrait de compenser justement ce qui est en train de se passer. Mais économiquement, au niveau des bonds, il faut comprendre que oui, on arrive dans une rupture de la dette. Cette rupture de la dette, elle a deux possibilités: soit on relève les taux réels, soit on relève le seuil en fait de la dette, soit on injecte de la liquidité. Alors du coup, il y a la possibilité d'injecter du platine. Enfin, il y a pas mal d'autres possibilités qui sont en train d'être effectuées, mais somme toute, on voit que on est dans une mise en place. Là, on est dans une forme du yielding, donc c'est-à-dire la rentabilité des bonds US. On voit qu'on est dans un fléchissement déjà présent depuis un certain temps, avec un momentum qui est en train ici de se structurer, mais on n'a pas vraiment de rupture. On n'arrive pas à avoir cette rupture ici claire. Je pense que on attend la décision réelle par rapport à la dette, plus la décision de la Fed. Clairement, c'est ce qui est en train de se passer ici, dans cette forme de consolidation. Et on le voit bien, notamment dans ce qui est en train de se passer quand on regarde la différence, le comportement entre les 5 ans et les 10 ans. D'ailleurs, j'ai pas mis les 10 ans, les 5 ans et les 10 ans et les 2 ans, donc qui se trouvent ici, et les 20 ans, pardon, où on voit justement que on a certes un fléchissement, mais que le fléchissement est beaucoup plus important sur le long terme que plutôt sur le court terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une incertitude qui est beaucoup plus forte sur les marchés financiers, sur les 2 ans, que sur le long terme. C'est quelque chose qui se voit aussi par le ratio 10 ans, 2 ans, où globalement on voit qu'on a eu un début de remontée qui commençait à être effectué, donc une diminution du spread d'écart entre les deux. Ça veut dire qu'il était plus serein, le marché financier était plus serein sur du long terme que sur du court terme. Normalement c'est censé être l'inverse, et encore une fois je rappelle que ce n'est pas parce que majoritairement quand on a cette schématique là, on a une récession qui se met en place, qu'on aura une récession. Ça c'est le pricing, c'est la représentation du pricing du marché financier sur une éventuelle récession. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, c'est encore une fois, une pricing, et est-ce que le pricing est réel ou pas? Il faut le prendre en considération, et que oui, on a une crise obligataire, mais qui est en cours de résolution, et la crise obligataire aurait été réelle et très forte si on avait une économie américaine qui est en train de fléchir. Actuellement,
ce n'est pas le cas, on a une économie américaine qui, somme toute, est en train de tenir, et donc du coup, les obligations, je pense, vont se réguler à partir du moment où on aura des décisions monétaires qui vont être effectives, notamment sur les obligations, et on va attendre, ça sera certainement dans le premier trimestre 2023, et là-dessus, on ira, je pense, faire cette rupture que l'on attend, rupture pour aller chercher des niveaux, alors on va se mettre en weekly, histoire de voir un petit peu ça, mais de voir que on a une inflexion qui est en train de se faire là, inflexion, si on regarde un petit peu dans le passé, qu'on va chercher, par exemple 2007-2008, très intéressant de voir que cette rupture a eu lieu ici aussi, d'accord, on a eu des inflexions avec des cassures baissières, qui ont été mises en place, d'accord. Donc on a eu ces inflexions, pareil, ici on avait, ici l'inversion entre les deux, on a eu une décélération, structuration, réaccélération, cassure, d'accord. Donc on pourrait attendre la même chose, on a décélération, réaccélération, cassure. Donc ça voudrait dire que on est ici une consolidation premier trimestre, premier semestre avec une réaccélération, pour terminer justement sur 2023 avec une cassure et une validation notamment de la baisse réelle de l'inflation et la mise en place du pivot de la Fed sur fin 2023, qui est un petit peu ce qui est escompté par les marchés financiers, bien que les marchés financiers ont tendance à considérer peut-être trop hâtivement que on risque justement de stagner à 0,25 pendant très vite et assez longtemps sur le premier semestre, alors que potentiellement on pourrait être encore à 0,5 sur février et ensuite passer à 0,25 et rester à 0,25 pendant un certain temps, le temps d'aller chercher justement potentiellement les 5,5 voire les 6 et ensuite après commencer à arriver à 0, rester sur ce temps-là et ensuite arriver à une diminution. Donc il va falloir prendre le temps, encore une fois, on est dans une zone de consolidation et ici la crise obligataire va se régler à partir du moment où les décisions monétaires vont être prises, parce qu'encore une fois, le marché financier, ce qu'il n'aime pas, c'est l'incertitude, et il faut rester dessus. À partir du moment où on aura la certitude et qu'on arrêtera l'incertitude, on aura une reprise effective, donc une diminution du yielding, et du coup, cette diminution du yielding entraînera quoi? Certainement une cassure baissière, donc moi, encore une fois, ce que je vois, c'est une augmentation du DXY, qui entraînera ici une augmentation du yielding, une augmentation du DXY, parce qu'encore une fois, l'indice dollar est forcément lié au transit monétaire qui est lié aussi à l'achat des bonds obligataires, donc on se retrouve dans cette corrélation, donc ça veut dire que une augmentation des taux va entraîner une augmentation du dollar, de la force du dollar effectif, donc un retest, et ensuite une cassure baissière pour arriver à la régulation. Et encore une fois, il va falloir être patient. Et oui, 2023 risque d'être encore un petit peu compliqué, mais en tout cas beaucoup moins incertain que 2022, et ça, c'est plutôt positif sur l'ensemble du marché. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.